Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'utilisation du jeu en entreprise. Et nous allons plus particulièrement nous concentrer sur les supports de jeux physiques tels que les plateaux et les cartes. Pour en discuter, je suis heureux d'avoir à mes côtés la fondatrice de la société Ludabraze. Bonjour Valérie Lebihan. Bonjour Mathieu. Alors, peux-tu nous présenter Ludabraze en quelques mots ? Alors Ludabraze est une société dans laquelle on crée donc des jeux de société pour entreprises, des jeux de cartes et des jeux de plateau. Voilà, il existe depuis 2014 et c'est à ce moment-là que l'aventure du jeu a commencé chez Ludabraze. Et quel a été ton parcours professionnel avant Ludabraze ? Alors moi je suis autodidacte, je suis issue du monde du sport puisque j'étais sportive de haut niveau quand j'étais petite et c'est là où j'ai découvert le coaching et comment mobiliser une équipe et comment faire pour qu'elle exprime ses talents. Et puis par la suite j'ai travaillé avec ma mère qui a monté quand j'avais l'âge de 12 ans une entreprise de marketing téléphonique et là j'ai appris le métier de communication au téléphone, de la vente, de l'accompagnement des équipes et on a travaillé un certain temps ensemble. Et puis après, je suis partie parce que c'est difficile de travailler en famille. Et j'ai fait un passage chez Bouygues Télécom pour la création de l'entreprise, puis pour les 3 premières années. Et puis après, j'ai repris mon métier de consultante et de formatrice. Et c'est dans cette vie-là que j'ai créé mon premier jeu en 2000. Voilà. Alors, selon toi, que peut apporter le jeu au monde de l'entreprise ? Alors, c'est clair que c'est un superbe outil de facilitation. Moi, je suis toujours bluffée. Je trouve que c'est toujours magique parce qu'on crée un mouvement de manière fluide, c'est-à-dire qu'on fait bouger les gens, on les fait avancer, on les fait apprendre, on les fait s'approprier des techniques, on les fait créer un changement sans qu'ils s'en rendent compte. Les gens sont heureux, ils jouent, c'est fluide et ça produit des résultats. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de sujets que tu traites à travers tes jeux de société ? Alors moi, je réponds à des problématiques très concrètes. Je prends les jeux de façon très opérationnelle finalement. Je réponds à des problématiques telles que répondre à l'objection, mieux vendre, mieux manager, gérer des clients difficiles. Voilà, c'est tout ce qui est dans le domaine de la communication, de la vente, de la relation client, du management et de la conduite de changement. Et donc, c'est beaucoup aussi le travail de ce qu'on appelle les soft skills, de ce que tu me dis. Les soft skills, mais également des techniques. Hein. Avec le jeu, en tout cas tel qu'on le fait chez Ludabraze, on peut travailler sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, j'apprends une technique de communication, j'apprends à me l'approprier et donc à la dire et la redire et la redire. Et puis, j'apprends à y mettre les formes avec l'attitude adaptée. Je prends un exemple tout simple, une technique de questionnement. Voilà, il y a comprendre la technique de questionnement, là on est dans le savoir. Il y a se l'approprier et le savoir-faire, donc on va les dire et les redire, etc. à bon escient. Et puis il y a s'intéresser à l'autre. Si on pose une question sans s'intéresser à l'autre, et là on est dans le soft skill, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et avec le jeu, on peut travailler sur ces dimensions-là. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'utiliser le jeu de société comme support plutôt que d'autres formes de jeux comme le jeu vidéo, le jeu de rôle ou encore l'escape game ? Alors, moi j'ai choisi ça parce que déjà c'est ce que je connaissais. Je connaissais un petit peu le jeu de vidéo, mais voilà, escape game, c'était encore pas très connu pour moi. Et les jeux de rôle, pareil, j'étais pas rentrée dedans. Et pourquoi ? Parce que justement, on a cette interaction-là. Moi, dans une partie de jeu, ce sont les joueurs qui prennent le pouvoir sur le jeu et qui produisent. Il fallait un espace où on pouvait donner libre cours à la créativité et au naturel, à l'idée des gens. L'informatique, c'est bien, les jeux vidéo, c'est bien, j'aime beaucoup, mais ça restreint, en fait. On peut pas imaginer une réponse, on peut pas, voilà, ça avait des limites qui ne me convenaient pas. Voilà. Alors, tu parles de limites. Est-ce que tu en as rencontré avec ce support-là, qu'est le jeu de société ? C'est difficile de répondre à la question parce que
pour moi, quand je crée un jeu de société, j'essaye d'abord d'évaluer quels sont les objectifs. C'est la première grande question, qu'est-ce qu'on veut provoquer avec le jeu? C'est comme ça qu'on va trouver le jeu adapté, à l'objectif. Les jeux se suivent et se ressemblent pas. Il y a des jeux qui sont vraiment très, très différents. C'est dommage de faire un jeu qui est pas adapté à la problématique que l'on rencontre. Donc du coup, si on définit bien ça en amont, on se plante pas trop avec les jeux. Forcément, on produit un résultat. Après, il y a des limites. J'ai essayé un jour, à la demande d'un client, de travailler sur une problématique de créativité et sur un outil de créativité, en fait. Et on pouvait pas, ça avait pas de sens, tout simplement parce que on se retrouvait avec 2 outils de facilitation et je n'aime pas quand les gens font des jeux de société où c'est juste des cartes et il y a pas de mécanique de jeu finalement et on pourrait prendre une carte comme ça et s'en servir, comme support pour faire parler les gens. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une mécanique de jeu. C'est ça la limite. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des jeux de société grand public? Parce que c'est des choses qui se font pas mal, notamment dans le domaine de l'agilité, où on reprend un jeu grand public et on va éventuellement un petit peu le modifier ou alors le débriefer d'une certaine manière. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou est-ce que tu crées de toutes pièces le jeu pour ton client? Alors moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais je me dis pourquoi pas. Je pense que ça peut provoquer des choses et il y a des jeux effectivement qui sont des bons supports pour faire passer un certain nombre d'idées. Moi, c'est pas ce que je fais, mais je crée mes propres jeux. Voilà, parce que c'était plus simple, je pense. Ouais, ouais. Et du coup, quelles caractéristiques doivent avoir les jeux de société que tu proposes en entreprise? Tu as parlé du fait qu'il doit y avoir une mécanique de jeu autre que le simple fait de tirer des cartes pour faire parler les gens. Est-ce qu'il y a une autre patte que tu apportes à ton jeu de société? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui me caractérise beaucoup et qu'on retrouve très fort dans mes jeux, c'est le côté opérationnel. Pour moi, un jeu, il faut qu'il produise un effet concret. Voilà. On parle de la vraie vie des gens dans l'entreprise. C'est très pragmatique. Est-ce que tu aurais un exemple? Bah, on a un jeu, j'ai créé un jeu qui s'appelle Target qui est un jeu pour s'entraîner à vendre. Déjà, la problématique, elle est Elle est là. pragmatique. Ouais. Et c'est un jeu qu'on va dédier, chaque partie, on va la dédier à une offre ou à un produit. Et du coup, on va créer l'argumentaire de vente pendant la partie. Donc voilà, c'est pragmatique. À la fin de la partie, on a écrit euh, et on s'est approprié tout l'argumentaire de vente. D'accord. Je pense que ça répond à la question. Oui. Alors, tu nous as dit que tu essayais de toujours mettre une mécanique de jeu dans ton jeu de société. Et effectivement, beaucoup de jeux en entreprise sont des jeux de cartes. Euh, mais bon, créer un jeu, c'est quand même le métier d'un game designer. Et puis, donc là, tu l'adaptes au monde de l'entreprise dans lequel tu as un objectif particulier qui est autre que celui de juste prendre du plaisir. Comment est-ce que tu t'y prends pour que le jeu ait à la fois un aspect ludique tout en répondant à un objectif qui est lui sérieux? La première des logiques, c'est évaluer bien l'objectif qu'on veut atteindre. L'objectif qu'on a peut appeler l'objectif business finalement. Avec le jeu, on veut provoquer quoi? Quand on a bien ça, on va commencer aussi à. C'est un petit peu comme quand on monte une formation finalement, hein, où je suppose quand on est conférencier et qu'on veut faire passer un message, euh, qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut le dire, et après on vient juste superposer finalement des mécaniques de jeu par-dessus. On va jouer sur du storytelling, on va jouer sur des jeux de rôle, on va jouer sur de la compétition, on va jouer sur du collaboratif. En fait, on a certains curseurs. Tout, tout, le, tout le jeu de la mécanique, c'est finalement de remplir, de provoquer quelque chose qui fasse que les joueurs vont atteindre le résultat escompté et conserver un équilibre entre la difficulté et le niveau des joueurs. Et du coup, cet équilibre va faire que c'est marrant et intéressant et qu'on reste dans le jeu. Donc, c'est un curseur qu'on doit imaginer.
on a un animateur souvent dans les jeux, qu'on anime en entreprise, donc l'animateur peut aussi avoir un rôle là-dessus sur cet équilibre à mener, tout simplement parce que si le jeu est trop difficile, les joueurs rentrent pas dedans et s'il est trop facile, ils s'ennuient vite. Donc voilà comment, tous les mécanismes sur lesquels on va travailler finalement. Donc l'animateur pourrait éventuellement adapter le jeu en direct pour changer éventuellement la difficulté s'il sent que c'est pas adapté au public? On peut réguler. Alors normalement, c'est pas complètement pas adapté au public puisqu'il y a un travail en amont, sinon il y a un problème. Mais on peut réguler des choses. Voilà, c'est facile de donner des indices pour aider. C'est facile d'avoir des choses qui deviennent plus dures. Ça, c'est quelque chose dans les mécaniques de jeu qu'on prévoit, bien sûr. Ouais. Et donc comment ça se passe, concrètement quand tu crées un jeu? Donc on a compris que tu partais d'un objectif business, qu'est-ce que le jeu doit provoquer chez, les joueurs, que tu superposes des mécaniques de jeu dessus et tu es entouré d'une équipe et il y a une grosse phase de test. Comment ça se passe tout ça? Combien de temps ça te prend aussi? Alors, moi, je travaille toute seule, mais bien sûr qu'il y a des phases de test. Alors, tout simplement, au début, donc il y a cette histoire d'objectif. Quel est l'objectif de l'entreprise? Ça, j'insiste, dessus parce que c'est vraiment le point, qui est essentiel, sinon on se trompe complètement. Après donc ça en sachant qu'il y a toujours un objectif premier, il y a des objectifs secondaires. Voilà, donc c'est important, de pouvoir bien rêver, là où on veut aller. La deuxième façon de faire, c'est aussi évaluer, le niveau qu'on veut avoir. Moi, je vous dis, mes premiers jeux, je travaillais sur le savoir, savoir-faire, savoir-être. Tout le monde ne fait pas ça. Bon, ça s'y prête. Moi, je suis dans le métier de la communication, forcément, ça s'y prête. Mais on peut travailler aussi sur, est-ce un jeu de sensibilisation? Est-ce un jeu de découverte? Est-ce que c'est un jeu de mise en pratique, de perfectionnement? Voilà, où on veut aller et quel est le niveau des joueurs qu'on va emmener. Voilà. Après, il y a une phase que les gens n'aiment pas trop, qui est la phase de collecter le fond. On va lister tous les éléments qu'on veut aborder. Euh, voilà, on parle bien de fond concret. Hein. Par exemple, moi, dans le métier de la vente, on va parler de technique de vente, on va parler de savoir qu'ils doivent avoir au minimum, etc. Et puis après, on va travailler avec construire la mécanique de jeu. Il y a des étapes, on va prendre en compte les contraintes. Par exemple, le contexte du jeu, le temps de jeu. Parfois, on a vraiment des contraintes, le nombre de joueurs. Est-ce que on peut jouer à 10 ou est-ce qu'il faut prévoir un jeu pour 30 joueurs? L'organisation des parties, est-ce qu'il y a un animateur ou pas? La typologie de la salle dans laquelle on va pouvoir réaliser cette partie de jeu. Est-ce que c'est une seule partie pour un séminaire, un événement, ou est-ce que c'est des parties de jeu qu'on va pouvoir faire et refaire, par exemple dans le cadre de formation ou de réunion de travail? Est-ce qu'il y a des budgets? Bon, voilà, tout ça va être pris en ligne de compte pour créer la mécanique de jeu également. Et puis après, une fois qu'on a une mécanique de jeu pressentie et on voit que ça peut correspondre, et ben on va faire des tests, on va créer un début de jeu concret. Là, il faut créer les cartes, le plateau, voir les accessoires. Tout ça peut donner des idées pour affiner le monde du jeu. Et puis, on va vérifier la mécanique. On va voir si ça prend, si le jeu peut être agréable ou pas. Et puis commencer à jouer entre nous, je dirais. Donc là, il faut trouver des gentils cobayes, Testeur. voilà, des gentils testeurs. Et puis on va travailler aussi sur les accessoires pour que le jeu prenne corps. En fait, il y a une étape assez ingrate où le jeu il est dans notre tête. On a l'impression que ça fonctionne bien, mais en même temps on a l'impression qu'il n'y a pas de jeu. Moi, j'accompagne des gens à créer leur jeu et c'est toujours un moment de flou où ils n'ont pas l'impression d'avoir avancé alors que le jeu ils l'ont clairement expliqué. Donc il faut vraiment que physiquement le jeu arrive et soit là quoi. Et puis après, avec les tests, on va affiner et on va affiner des petites choses qui sont plus ou moins drôles, plus ou moins embêtantes, ou voilà, et pour pouvoir valider. Et puis après, ça part en fabrication. Donc moi, en fabrication, je travaille avec un imprimeur qui a un délai
de 15 jours aujourd'hui. Donc c'est un délai que j'essaye de ne pas réduire. Alors bien sûr, dans l'urgence, ils peuvent, mais voilà, l'idée n'est pas ça. Et donc du coup, il faut prendre en ligne de compte, il faut 1 mois minimum, je pense, pour la création d'un jeu. Ouais, ce qui est encore assez rapide par rapport à la conception de jeux de société grand public, où ça peut prendre plusieurs années, quoi. Ben, je dis pas qu'il y a des jeux que je suis pas dessus sur plusieurs années. Il y en a aussi, hein. D'accord. Ça dépend de l'inspiration. Voilà. Après, quand on fait un jeu sur mesure pour un client, on essaye d'être inspiré. On peut pas lui dire: «Je vais mettre 3 ans à créer votre jeu». C'est sûr. Alors, tu as dit que tu accompagnais des gens pour qui créent aussi leurs jeux. Donc, c'est-à-dire, tu les formes pour qu'ils puissent créer leurs jeux c'est des jeux de société pour l'entreprise aussi? Oui, tout à fait. Ah oui, moi j'ai pas la prétention de faire des jeux grand public, mais oui, oui, j'accompagne des gens qui ont des projets de création de jeux. L'avantage de créer son propre jeu, c'est qu'on peut justement, créer un jeu dans une expertise qu'on maîtrise, et se donner le temps de l'affiner. Voilà, le 1er jeu que j'ai fait, je l'ai créé en 2000, j'ai formé, des milliers de personnes avec, mais je pouvais tous les jours changer quelque chose si je voulais. Puisque c'est moi qui l'avais créé, que le jeu n'était pas fabriqué par un fabricant, j'avais découpé des cartes et cetera. Donc on a pu, le rôder avant de dire: «On va le fabriquer», et même après ça, quand j'ai voulu le fabriquer, vendre ce jeu et partir dans cette aventure de jeu, j'avais un financement qui était très léger et donc j'ai pas pu faire, aussi vite que je voulais, et ça a été très bien parce que sinon j'aurais fait plein de bêtises. Voilà, notamment sur les boîtes, les formats, plein de choses comme ça. C'est important de prendre le temps de passer de l'étape de test et de: «Bon, le jeu fonctionne», à l'étape de fabrication. Parce que quand on fabrique pas un jeu, on en fabrique plusieurs. Et ce serait dommage d'avoir des boîtes de jeux qu'on trouve pas tout à fait bien, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner à des personnes qui souhaitent créer leur propre jeu de société à utiliser en entreprise? Bah, le conseil, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut produire. Ça, c'est une question qui paraît bête, mais je pense que beaucoup de choses en entreprise sont faites sans bien avoir défini les objectifs. Voilà. Donc là, ça en fait partie. Si on sait pas trop, bah, du coup, tout est compliqué. Parfois, il y a vraiment, la mécanique de jeu, elle s'impose vraiment en fonction de ce qu'on veut produire. Là, j'ai accompagné, une équipe de 3 personnes qui créent, leur premier jeu, et clairement pour eux, dans leur philosophie, le collaboratif était extrêmement important. Bah, finalement, le jeu, il est collaboratif. Oui, c'est évident. Moi, j'ai une vision de l'entreprise où, on est seul, mais on s'additionne, et donc dans mes premiers jeux, dans la gamme qui existe aujourd'hui, on retrouve ça. C'est des jeux où, on gagne, des points pour soi, mais par contre, il y a de la créativité qui fait qu'ensemble, on produit des belles choses. C'est très lié à ma vision de l'entreprise, et ça, c'est quelque chose que je voulais garder. L'individualité des gens, c'est important. Ça fait partie de la philosophie de mes jeux, de ces premiers jeux en tout cas. Donc forcément, ça se voit dans la mécanique. Je sais pas si c'est clair? Si, c'est clair et c'est très intéressant. En plus d'être conceptrice de jeux de société, tu les utilises aussi dans tes formations. Comment est-ce que tu structures ta séance de formation autour du jeu? Alors, ça dépend. Moi quand j'ai en formation, quand j'ai une séquence de formation, ça dépend comment je l'ai construite. J'ai des séquences de formation qui sont là pour de la découverte, et auquel cas je dis très peu de choses en amont, puisque c'est de la découverte, ils vont découvrir et la mécanique elle prend, et ils vont voir ce qui se passe tout simplement. Et bien sûr après il y a un débrief, il y a toujours une morale à l'histoire. Hem, mais mais voilà quoi, il y a peu de choses, il faut que ça aille vite. Il y a une dynamique, c'est plutôt de l'énergie en fait.
Donc, en gros, on leur explique qu'on va jouer à un jeu, puis on rentre dans le jeu. Les objectifs business, on en parle très peu. On va leur dire: «Voilà, votre objectif en tant que joueur, c'est ça. Donc, pour gagner, il faut faire ci et ça», et on explique et puis on joue. Et les gens se laissent, gentiment emmener, et derrière, ils voient quoi, voilà, étape après étape, ils voient bien où on va finalement, hein. C'est pas, les jeux que je fais, je vous ai dit, c'est très pragmatique, donc pendant tout le jeu, on voit comment les gens apprennent finalement puisqu'ils mettent en pratique. Même en conduite de changement, les gens produisent des choses, amènent des idées, créent déjà le changement, et donc, heu, souvent on va utiliser des paperboards, par exemple, qu'on va mettre au mur pour compiler toute la matière qu'ils donnent. Aujourd'hui, la réflexion de Dabrez, elle est là. C'est comment faire vivre cette matière, et comment créer un outil qui sera sûrement, avec l'informatique et le digital, qui fasse le relais de ce que les gens produisent dans les jeux, et de comment le faire vivre et comment ça peut, ressourcer l'entreprise, et faire vivre cette info et cette production de jeux, par la suite. On est plutôt dans cette réflexion-là. Après sinon, c'est un processus tout simple, il n'y a pas de qu'on peut faire habituellement. Et toi, quelle posture adoptes-tu pendant la séance de jeu? Est-ce que tu as la casquette de formatrice, d'animatrice? Est-ce que tu joues avec les participants? Alors moi, je suis souvent debout. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, d'animer debout. Je suis hors du jeu, clairement. Je suis là pour, comment on dit? Plus pour donner l'influx, en fait, au début, parce que il faut que ça soit dynamique, un jeu, sinon c'est pas drôle. Donc on lance un peu les choses, mais clairement, dans les jeux que je fais, ce que j'aime faire, c'est quand les joueurs prennent le pouvoir sur le jeu. Donc, j'aime quand l'animateur de jeu est pas très présent. On n'est pas là pour faire un cours, il y a une mécanique de jeu qui va s'exprimer, et les joueurs vont gentiment être emmenés à des endroits, où eux vont expérimenter et observer, et où ça va provoquer chez eux un certain nombre de choses. Si on est tout le temps, présent, les choses peuvent pas s'exprimer finalement, voilà. Donc on est Mmh. plutôt en situation de coach, en situation, et on met, on dirige, de temps en temps, on recadre de temps en temps, parfois même, on va pas donner la réponse, alors ça, c'est des choix pédagogiques, et là, j'ai la casquette de formateur. Je peux très bien ne pas accepter une réponse, mais ne pas expliquer pourquoi. Parce que je sais que dans la suite du jeu, ils vont finir par comprendre. On est vraiment dans une logique d'expérimentation, en fait, hein. C'est un champ, où on va expérimenter tous ensemble un certain nombre de choses. Sachant qu'il y a des techniques, il y a des choses qui fonctionnent, qu'on connaît. Et puis, c'est le champ humain. Donc, forcément, la magie de l'humain fait que parfois, il y a des choses magiques qui fonctionnent très bien parce que dans la bouche de cette personne, ça va être magique, parce que ça correspond à son histoire, et que ça va au-delà, des techniques et des choses, habituelles à faire. Et donc ça aussi, c'est intéressant quand, l'équipe, qui joue crée ses propres fonctionnements et ses propres codes. Ça, c'est gagné, et le juge de paix, c'est le résultat. Si ça fonctionne, c'est que c'est bon. Ah, du coup, j'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler? Bah, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que le jeu, c'est très sérieux. Je sais pas si ça va passer. Heu, c'est quelque chose de léger, de fun, de drôle, mais c'est quelque chose qui produit des résultats, et des résultats très, très forts, voilà, concrets. Donc pourquoi, ne pas faire avancer les gens de manière fluide et agréable, si derrière la performance est présente? Mmh, j'aimerais que des gens à haut niveau ne se posent plus la question, parce que moi j'ai eu le cas, de gens qui étaient convaincus que le jeu pouvait être bien, mais qui n'osaient pas, créer des jeux pour, régler des problématiques graves de l'entreprise, parce que pensaient ne pas être pris au sérieux par des, syndicats, par des managers ou par des collaborateurs. Les collaborateurs, clairement, ils nous regardent bizarrement quand on arrive avec un jeu, mais très vite, ils se laissent embarquer, tous, quel que soit le niveau, qu'ils soient joueurs ou pas. Voilà, moi, j'étais pas spécialement joueur. Je ne connais pas, je suis jamais allée au Salon international du jeu à Cannes.
Mais vraiment ça produit des belles choses, voilà. Donc observez, regardez, faites-le intelligemment et faites-vous accompagner, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, à chaque partie de jeu et à chaque fois que j'entends des gens, lancer des jeux et expliquer ce qui s'est passé, on se dit: «Waouh, c'est quand même» moi je suis bluffée à chaque fois, hein. C'est quand même magique, quoi. Donc allez-y, testez. Bah, merci beaucoup Valérie Lebihan pour ce bel échange. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt!